Chers téléspectateurs de Yostra Télévision, bienvenue dans votre émission Parlons Éducation, une émission qui vous est présentée par Dieudonné Kapajika. Aujourd'hui, nous traitons de la thématique de l'éducation sur l'année scolaire 2025-2026. Quelle réforme pour la nouvelle école congolaise? Nous pouvons encore mieux le dire, quelle réforme pour les nouveaux systèmes éducatifs congolais? Alors, pour en parler ce soir, je reçois pour vous sur ce plateau Monsieur Gérard Gérald Moulinda. Bonsoir, Monsieur Gérard. Bonsoir, Monsieur Dieudonné. Alors, Monsieur Gérard Gérald est spécialiste en orientation préscolaire et il est professeur aux humanités au Collège Prince de la Paix. Alors, pour parler ce soir, nous allons commencer par voir l'image de l'éducation en République démocratique du Congo. Monsieur Gérard Gérald Moulinda, quelle image avez-vous de l'éducation congolaise actuellement en République démocratique du Congo? Merci beaucoup, Monsieur Dieudonné. Nous avons un double visage, voulais-je dire, de notre système éducatif. Et bien avant d'aborder cela, j'aimerais quand même éclairer quelques points. Quand nous parlons du système éducatif congolais, faisons simple, nous voulons parler de l'école congolaise, nous voulons parler de l'université congolaise, nous voulons parler du système, au fait, des instituts supérieurs congolais. Faisons clair, ayons une même compréhension avec ceux qui nous suivent. Alors, cela étant dit, nous avons dit que nous avons un double visage de notre système éducatif ou de l'école congolaise. Nous avons un visage positif, notre école reflète un visage positif d'elle, mais aussi un visage négatif. Nous voulons vous imprimer quelques visages positifs de notre école. Par exemple, ça fait depuis 1967 jusqu'à ce jour, nous continuons à organiser les examens d'État chaque année. Nous avons plusieurs éditions maintenant. Moi, je pense que c'est une image ou un visage positif qui reflète notre école congolaise. Aussi, en parlant de cette image positive, nous comprenons qu'il y a quelques aspects coloniaux qui restent dans l'éducation congolaise. Absolument. Et nous allons d'ailleurs y revenir quand nous allons épingler je dirais, les visages négatifs de notre école. Alors, il y a aussi la démographie. Quand vous regardez de 1967 à ce jour, il y a une augmentation exponentielle des effectifs à l'école, surtout avec la mesure de gratuité de l'enseignement. Il y a beaucoup d'élèves qui sont inscrits. Notre école est capable de recevoir autant d'élèves. Et moi, je crois que ça reflète une image positive de notre école. Mais aussi, nous avons dit, il y a aussi un visage négatif. Alors, c'est quoi le visage négatif de notre école? Par exemple, nous avons une école qui est encore trop théorique dans nos enseignements, d'après les constats que nous faisons sur le terrain. Aussi, nos écoles, ou je dirais nos universités, sont trop généralistes dans des filières qu'elles organisent. Voyez-vous, vous allez voir quelqu'un qui s'inscrit pour la filière de la médecine, mais là, il va d'abord faire 7 ans de formation avant d'avoir une spécialisation. Moi, je pense que c'est vraiment quelque chose de trop lent. Ça nous prend beaucoup de temps pour les études. Et donc, ce sont quelques visages négatifs que nous observons de notre école ou de notre université. Alors, en parlant de ces visages négatifs, que dites-vous du système LMD qui a été instauré comme réforme dans les années passées, dans les années 2014, disons? Bon, le système LMD, c'est un bon système par le fait que, avec ce système, on aimerait justement quitter cette généralisation des études vers une forme de spécialisation. Mais quand nous lisons beaucoup de nombreux rapports du ministère, où nous avons des témoignages que nous avons de beaucoup d'étudiants, on pense que nous avons l'impression que ce système a été introduit de manière précipitée, sans être suffisamment préparé, et ce qui met en difficulté nos universités. Et je crois que nous devons corriger ces niveaux-là. Alors, mesdames, messieurs, pendant que nous avons parlé de l'image de notre école congolaise en ces moments, nous avons vu les défis auxquels nous sommes en train de passer. Nous aimerons revenir avec M. Gérard sur certains défis qui sont majeurs depuis l'époque coloniale jusqu'à ces jours. Vous avez épinglé l'université, la démographie, la gratuité, certaines réformes qui ont été introduites les années passées. Mais depuis l'époque coloniale, quels sont les plus grands défis que vous trouvez que le système scolaire congolais est encore en train de souffrir et que nous devons améliorer? Bon, il y a deux niveaux des défis, je dirais. Les défis au niveau du système lui-même et les défis au niveau national, de l'histoire du pays. Quand vous regardez l'histoire de notre pays, nous avons longtemps fait face
aux guerres, aux pillages. Nous avons fait face à de nombreux défis qui n'ont pas aidé à ce que notre système éducatif évolue. Et donc, d'office, ça devient des défis pour nous. Aujourd'hui, par exemple, à l'est de la RDC, nous avons des écoles qui sont sous, je dirais, des territoires qui sont occupés, voyez-vous. Oui. Et avec tout ce qu'il y a eu beaucoup d'enfants d'écoles qui ont été victimes des affres de la guerre. Et donc, c'est un défi pour notre pays, à la fois pour notre système éducatif aussi. Mais des défis pour le système éducatif eux-mêmes, nous l'avons dit ici, nous avons un problème sérieux d'infrastructure. Nous avons un problème sérieux nous avons eu un problème sérieux d'infrastructure. Nous avons dit ici, beaucoup d'écoles n'ont pas des matériels didactiques qu'il faut, on n'a pas des bâtiments qu'il faut, on n'a pas les écoles qu'il faut. Nous avons de témoignages où nous voyons des salles de classe pléthoriques avec 50, 60, 70 élèves. Ça montre bien que nous devons relever ces défis-là en termes d'infrastructure. Alors, mesdames, messieurs, je rappelle que nous sommes en train d'écouter M. Gérald Moulinda, qui nous parle des réformes pour la nouvelle école congolaise. Maintenant que nous avons vu les défis auxquels fait face le système éducatif congolais, M. Gérard, que pensez-vous, selon vous, seraient les mesures à prendre pour améliorer notre système éducatif congolais en année scolaire 2025-2026 et les années à venir? Alors, nous préférons parler du terme réforme. Alors, il y a déjà beaucoup de réformes que le ministère entreprend pour notre système éducatif. Par exemple, il y a la réforme des humanités pédagogiques rénovées qui est en cours, ça c'est à souligner. Il y a d'autres réformes au niveau de l'administration scolaire avec la rationalisation du bureau gestionnaire, ça c'est aussi des réformes. Mais nous sommes venus, nous réfléchissons sur d'autres types de réformes qu'on peut apporter au niveau de notre école. Ouais. Et c'est autour de cela que je pense que nous pouvons aussi discuter. Alors, quels sont les points que vous épinglez dans ces réformes? Nous les retrouvons dans votre article que vous avez coécrit avec M. Joël Zongi, où vous partagez vos idées philosophiques à ces propos. Pouvez-vous nous rappeler certains points clés de votre article que vous avez écrit? Oui, merci beaucoup. L'article n'est pas encore publié. Nous sommes en train de réfléchir. Oui. Alors, puisque nous avons eu l'occasion de passer devant pour parler de notre système éducatif, on s'est permis de parler des quelques idées que nous sommes en train de développer. Nous sommes en train de souhaiter une école, par exemple, basée sur le pragmatisme. Le pragmatisme, c'est une conception de l'éducation qui veut à ce que l'enseignement soit productif, qui veut à ce que l'enseignement soit pratique. Et c'est le type d'enseignement que nous voulons. Parce que notre constat à nous est que nos écoles sont trop théoriques et ça, c'est un défaut. Ça ne nous permet pas. Vous allez voir quelqu'un qui a fait les études humanitaires, il fait les études d'ingénierie à l'université ou à l'institut supérieur, il termine, mais ils sont incapables d'inventer, ils sont incapables d'entreprendre. Pourquoi? Parce que la formation tout au long du cursus a été trop théorique, voyez-vous. Avec la théorie, on ne voit pas comment vous allez inventer. Ça, c'est un défaut majeur que nous constatons dans notre système éducatif et que nous voudrions à ce qu'on corrige cela. Par exemple, dans toutes nos écoles techniques, que nous ayons suffisamment d'infrastructures, comme nous l'avons dit ici, suffisamment de moyens qui vont permettre de faire des pratiques de telle sorte que quand on forme un élève en maçonnerie, quand on forme un élève en construction dans une école congolaise, dès qu'elle termine, qu'il soit prêt d'être utilisé comme ouvrier en construction. Mais avec une théorie, eh bien, il ne sera pas productif. Alors, Monsieur Gérard, nous parlons de vos réformes que vous avez proposées. Oui. Dans l'entrée des jeux, j'aimerais épingler 3 points qui me sont semblés les plus essentiels. Vous avez parlé du congocentrisme en éducation. Oui. Vous avez parlé de la nationalité ou les nationalismes éducatifs. Oui. Vous avez parlé des langues et de l'écriture nationale. Oui. Et avant d'entrer en profondeur de ces points, j'aimerais que vous puissiez nous parler de la redéfinition des missions éducatives. Oui, au fait, nous nous sommes dit que tout commence par là. Un système éducatif réussit en fonction de finalités qu'on projette, qu'on poursuit, voyez-vous. Et tout ce que nous faisons, toute l'organisation de l'école tourne tout autour de comment approcher, comment atteindre ou réaliser ou poursuivre ces finalités, voyez-vous. Alors nous disons, pour transformer en profondeur le système éducatif congolais, nous devons commencer par penser aux finalités
que doivent poursuivre notre école. Actuellement, c'est vrai, nous avons des finalités. Par exemple, nous voulons à ce que l'enseignement forme un citoyen congolais responsable, ouvert aux valeurs, etc. Mais quelles sont ces valeurs? Il faudrait bien qu'on définisse très clairement ces valeurs et que ces valeurs-là soient reprises dans tout le cursus, dans tous les curricula de l'enseignement. Alors, je rappelle, vous avez parlé de promouvoir la science, la technologie, l'innovation, former les Congolais à être disciplinés, compétents et engagés. Etc. Donc, oui, et donc nous étions en train de dire, si nous définissons ce valeur-là et nous savons le poursuivre, c'est alors que nous serons dans la droite ligne de la vision de notre système éducatif, de la philosophie de notre système éducatif. Alors, nous avons dit aussi que nous voulons une refondation des valeurs, nous voulons aussi à ce que le citoyen congolais soit productif. Il sera productif quand l'enseignement est pratique. Voilà pourquoi nous avons parlé du pragmatisme plus tard. Et nous avons dit que nous voulons que le Congolais, qu'on puisse développer les compétences personnelles, le développement personnel, soit au cœur de notre système éducatif. Parce que le développement personnel contribue, vous savez, tout est au niveau du mental de la personne. Vous pouvez être fort physiquement, mais quand votre mental est faible, vous ne saurez pas relever les défis. Nous avons l'impression que notre système éducatif ne prend pas en compte cette dimension de la personne humaine. Voilà pourquoi nous disons, nous devons mettre en place un enseignement du développement personnel qui va permettre à l'élève congolais de développer des capacités émotionnelles, de développer des compétences personnelles en termes de conduite, en termes de discipline, en termes de gestion de temps, en termes de leadership. Voyez-vous, ce sont des points importants vers lesquels nous devons orienter notre système éducatif. Là, nous comprenons que vous étiez en train de parler des valeurs que nous devons revisiter dans notre système éducatif. Et si nous passons à la partie où vous avez parlé des congocentrisme et nationalisme éducatif, comment pensez-vous que cela pourrait être pratique dans le milieu scolaire congolais et pourquoi avez-vous pensé à proposer cela? D'abord, je dois expliquer c'est quoi le congocentrisme. Le congocentrisme, nous sommes inspirés du concept afrocentrisme. L'afrocentrisme, c'est un courant de pensée tenu par les savants africains qui pensent qu'en termes d'éducation, l'éducation doit être orientée vers le système éducatif africain. Et puisqu'il s'agit du Congo, de la RDC, nous parlons du congocentrisme, c'est-à-dire orienter les systèmes éducatifs, orienter les enseignements congolais vers le Congo. Il faudrait que l'élève congolais connaisse bien le Congo, son histoire, ses richesses, ses défis, le problème auquel nous faisons face. Vous comprenez un peu? Donc, si je comprends bien, nous trouvons, vous pensez que dans les systèmes éducatifs actuels, il y a beaucoup de matières qui ne serviraient pas aux Congolais en tant que Congolais et qu'il faudrait les remplacer par des matières qui les tourneraient beaucoup plus vers les sols de la RDC. Tout à fait. Je pense que vous m'avez très bien compris, c'est ce que nous demandons, c'est ce que nous pensons bon pour le Congo. Il faudrait que les Congolais maîtrisent bien le Congo. Il ne faudrait pas que des découvertes sur le Congo soient faites par les autres avant que nous-mêmes nous puissions le faire. Donc, pour que nous arrivions à cela, il faudrait que nous puissions bien étudier nos lois, bien étudier la Constitution. Vous savez que la Constitution, on dit que c'est la loi fondamentale d'une nation, voyez-vous. Et nul n'est censé ignorer la loi, vous comprenez. Mais si on n'enseigne pas ne fût-ce que les rudiments de la Constitution, eh bien, comment les Congolais connaîtront le système juridique de notre pays. Comment nous allons respecter la loi, voyez-vous. Donc moi, je pense, dans le cadre du congocentrisme, nous devons enseigner dès la bas âge des petites notions de nos lois, afin que le Congolais soit un citoyen digne des noms qui respecte les lois du pays. Alors, Monsieur Gérard, vous venez de parler là du nationalisme, si je comprends bien. Oui, du congocentrisme que nous pouvons aussi mélanger au nationalisme. Oui. Et en parlant du nationalisme, vous parlez des pouvoirs remettre à l'éducation de la République démocratique du Congo dans les langues nationales. Ce qui veut dire que les langues nationales doivent être insérées dans l'éducation nationale en République démocratique du Congo. Comment développez-vous cela? Absolument. Nous voulons à ce que le langue nationale soit utilisée dans notre école, dans nos enseignements. Alors, pourquoi? Nous ne sommes pas le premier à les dire. D'ailleurs, quand vous lisez le programme de 2011, si je ne me trompe pas, l'ancien programme de l'école primaire, il est prévu que de la première année primaire en quatrième année primaire, donc le 2 premiers degrés de l'école primaire, que l'enseignement soit dans nos langues locales.
permettez-moi de l'expliquer un peu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire nous avons 4 langues nationales et nous avons des dialectes, etc., etc. Alors, les langues locales, ça veut dire l'enfant qui y est inscrit en première année primaire, qui commence en première année primaire et qui habite la grande province de l'Équateur, où le lingala prédomine, et bien l'enseignement doit être en lingala jusqu'en quatrième année primaire. Voyez-vous. Ouais. Pourquoi? Parce que le savant, le pédagogue, que ce soit Jean-Baptiste de la Salle et de nombreux autres pédagogues, ont montré que l'enseignement est efficace s'il est donné par la langue, dans la langue maternelle. Voyez-vous. Ouais. Il n'est pas bon que l'enfant qui quitte la maison connaît le lingala, il vient en classe, on lui apprend le français. Ce n'est pas avantageux. Il a un double travail de connaître d'abord la langue et ensuite de maîtriser les mécanismes de la lecture. Vous voyez ce que ça fait? Ça alourdit la compréhension. C'est pourquoi les pédagogues pensent qu'il est nécessaire d'enseigner dans nos langues. Commencer par là. Maintenant, permettez-moi de rajouter quelque chose. C'est qu'il n'est pas bon ce que cette mesure n'est pas appliquée au jour d'aujourd'hui. Voyez-vous. Pourtant, nous devons revenir sur cette mesure-là, que l'enseignement soit en langue locale. Ceux qui sont à l'Est vont commencer à étudier en Swahili, ceux qui sont à l'Ouest, le Lingala, le Kikongo, pour ceux qui sont au Congo central, voyez-vous, ainsi de suite. Maintenant, quand l'enfant, jusqu'en 4e année primaire, suit la langue, suit l'enseignement en langue locale, eh bien, je crois qu'il est bien parti pour comprendre même le français quand ça va venir, voyez-vous. Alors, mesdames et messieurs, cette émission est suivie par les décideurs éducatifs, les parents ainsi que les élèves. Nous en profitons pour lancer une question aux élèves que nous suivons en ces moments, à vous les parents aussi, ainsi que les décideurs. Chers élèves, comment trouverez-vous à prendre votre cours de mathématiques élémentaires dans votre langue nationale? Alors, vous nous en direz plus. Et cette émission vise à unifier les Congos, parler de la cohésion nationale. Il nous faut donc avoir une langue qui nous unit tous. Monsieur Gérard, comment vous conciliez les langues nationales et les langues internationales qui sont utilisées dans les systèmes éducatifs congolais? Bien, alors, nous avons dit ici qu'il faudrait que nous puissions recourir à nos langues nationales. Alors, nous avons fait une sorte de sectionnement. Chaque coin, selon la langue qui est parlée, qu'on commence là. Mais on ne doit pas ignorer une langue internationale, en l'occurrence le français, comme le dit notre Constitution. Voyez-vous. Alors, le français, c'est un moyen de s'ouvrir au monde. Il y a beaucoup de choses qui sont faites, beaucoup de choses qui sont créées en langue française que nous n'avons pas encore développées. Et donc, nous avons besoin d'apprendre une langue internationale pour que cela nous permette d'avoir une certaine ouverture dans le monde. Et ça, c'est très capital. Maintenant, moi, à mon avis, si on me demandait à propos de la langue, je souhaiterais, peut-être ça peut vous étonner, je souhaiterais que nous puissions avoir une langue nationale qui soit relevée au niveau des langues officielles. Voyez-vous, entre le Kikongo, le Lingala, le Tsholuba, le Swahili, qu'on choisisse une langue qui sera parlée comme étant une langue officielle dans toute la province de la RDC, qui sera une langue administrative, parce que moi j'estime qu'il faudrait promouvoir nos langues. Moi, j'estime qu'il faudrait mettre en place un système éducatif souverain. Et ça commence aussi par la langue. C'est très capital. Alors, nous parlons du congocentrisme, du nationalisme. Je pense que cela devait mettre une puce à l'oreille de chaque personne qui nous suit en ces moments, d'apprendre toutes les langues nationales. Et si nous avons à choisir une langue qui prédomine sur certaines dans les systèmes éducatifs, il serait facile pour tout Congolais parce que nous connaîtrons déjà toutes les langues, au même titre que les langues internationales que nous utilisons pour notre système éducatif. Et en parlant de maîtrise des langues, nous avons aussi l'écriture congolaise qui existe selon la proposition de M. Gérard Gérald. M. Gérard, vous dites que les systèmes éducatifs doivent combiner l'écriture nationale et universelle. Comment expliquez-vous l'existence d'une écriture congolaise qui n'a pas été longtemps utilisée et comment l'insérez-vous dans les systèmes éducatifs aujourd'hui? Bien, il faudrait bien que les gens qui nous suivent savent qu'il existe des écritures, je dois le dire au pluriel, qui sont purement soit congolaises, soit africaines. Voyez-vous, il y a les mandombe, il y a la bantougraphie, etc., etc.
Alors, pourquoi ça n'a pas été utilisé depuis lors? Parce que, vous l'avez dit au départ, notre système éducatif actuel s'est inspiré du système éducatif colonial, voyez-vous. Et depuis lors jusqu'à ce jour, nous n'arrivons pas à nous débarrasser complètement de la philosophie coloniale dans notre système éducatif. D'où l'importance pour nous de venir parler de ce que nous pensons du système qu'il nous faudrait mieux. Et je crois qu'en dehors de la langue, en dehors du fait de concentriser le matière à enseigner, il faudrait aussi recourir à notre propre écriture. Et parlant de l'écriture, vous avez parlé du Mandombe dans le système éducatif. Pouvez-vous nous parler un peu plus de Mandombe? Bien, par contre, j'aimerais plutôt mettre la matière à la place publique, que les éducatifs y réfléchissent, que les personnes spécialisées dans ce domaine y réfléchissent pour que nous puissions trouver quelle meilleure écriture nationale congolaise peut mieux nous convenir, que nous pouvons insérer dans notre système éducatif. Dans un premier temps, au même moment, avec l'écriture, le système alphabétique que nous avons aujourd'hui, et à même moment, nous introduisons petit à petit, progressivement, le système national, le système d'écriture nationale. Oui, parlez-nous d'une écriture nationale que vous avez épinglée. Oui, nous avons parlé de la bantographie, nous avons parlé de l'écriture mandombe, mais les savants congolais peuvent en développer encore beaucoup plus. Alors nous allons maintenir les écritures universelles, bien sûr. Évidemment, parce que dans un premier temps, nous n'avons pas encore tout vanté, nous ne sommes pas encore totalement souverains. Nous dépendons encore des autres, voyez-vous. Et donc, nous allons maintenir l'écriture, le système alphabétique actuel, mais tout en ajoutant notre système propre et progressivement, nous pourrions voir comment basculer. Comme ça s'est fait, comme les Chinois ont fait, par exemple. Ouais. Oui. Je comprends que c'est par là que vous parlez du pragmatisme pour les résolutions des problèmes en RDC. Oui, non, le pragmatisme est notre point que nous voulons, un autre point de réforme que nous proposons pour notre système éducatif. Alors, arrivons au pragmatisme. Vous parlez de l'apprentissage par l'expérience et l'action. Et dans ces pragmatismes, vous proposez des méthodes actives centrées sur l'expérimentation et la mise en situation réelle de l'élève congolais. Pouvez-vous nous donner des images qui ne sont pas liées à la pratique réelle, que ce soit à l'université, dans l'éducation secondaire, et comment vouliez-vous concilier ces pratiques enseignées avec la réalité sur terrain? Oui, je l'ai dit ici au départ, quand j'étais en train d'expliquer le pragmatisme, nous avons dit un élève ou un étudiant qui est inscrit, je ne sais pas moi, en construction, en bâtiment ou en géologie ou quoi, il apprend des machines, mais qu'il ne voit pas. L'enseignant fait seulement le dessin au tableau. Je crois que vous avez vu ces images qui circulent dans les réseaux sociaux. L'enseignant fait le dessin au tableau et puis il explique les parties. Voici le parti de telle machine. Il vous les dit comme ça. Ce n'est pas efficace. Par contre, dans le système éducatif développé, quand on parle de la machine X, vous êtes dans le laboratoire, vous êtes soit dans l'atelier, vous êtes en train de palper du doigt la machine en question, vous êtes en train de manipuler la machine en question, et je crois que c'est vers ces systèmes-là que nous devons basculer. Et en basculant vers ces systèmes, vous parlez d'intégrer des projets concrets. L'agriculture, l'artisanat, l'urbanisme, pouvez-vous détailler un tout petit peu? Oui, parce que notre pays fait face à de nombreux défis. Voyez-vous, nous avons les défis liés à la pauvreté, à la dépendance alimentaire, voyez-vous. Mais si notre système éducatif, si nos écoles, nos universités commencent à former des élèves de le bas âge, leur initier aux travaux de main, voyez-vous ce que ça va faire? Nous serons en train de former des gens qui savent cultiver. C'est ce que nous voulons. Nous voulons que, de le bas âge, que nous puissions repérer tous les défis dont le pays fait face. Nous pouvons insérer cela comme des thèmes à traiter dans nos enseignements, dans nos travaux. Comme ça, chaque enfant connaîtra le défi auquel le pays fait face et chaque enfant, chaque étudiant va réfléchir, selon son domaine évidemment, comment résoudre ce problème-là. C'est de cette manière que l'école congolaise va devenir comme une forme de laboratoire qui étudie, qui examine le problème de la RDC. Vous avez des travaux de fin de cycle, nombreux qui terminent. Mais est-ce que ces travaux s'intéressent à la thématique liée à la guerre? En parlant de travaux de fin de cycle, rappelons que cette émission vise à informer à la communauté des réformes éducatives qui se tiennent chaque année. Et M. Gérald Moulinda propose un article sur les réformes
essayons de ramener les tout centré sur la République démocratique du Congo. Et parmi ces réformes, dans le pragmatisme et les résolutions des problèmes, vous parlez des stages dans les entreprises, vous parlez des immersions professionnelles, et là vous parlez de ce sujet des fins d'études. Nous voyons qu'en République démocratique du Congo, les étudiants ne font des stages souvent que vers la fin de leurs études. Alors comment comptez-vous améliorer cela quand vous parlez de l'immersion dans les systèmes professionnels pour devoir résoudre des problèmes au niveau local? Oui, pourquoi pas chaque année, dans chaque domaine, qu'on prévoit des stages. Je prends l'option pédagogique, voyez-vous. Les stages pédagogiques est prévu seulement une fois pendant tout le 4 ans de formation et à la fin de l'année. Heureusement, avec les humanités pédagogiques rénovées, je crois que nous allons corriger cette erreur, n'est-ce pas? Même à l'université, les stages ne se font pas suffisamment. Il faudrait qu'on augmente le nombre d'heures de stage par année académique, que chaque filière, que nous soyons plus proches du monde professionnel que des ciseaux dans le monde académique. Et nos stages ne devraient pas être un stage d'un mois, un stage de 2 semaines. Non, ça doit être des réels stages, des 3 mois, 4 mois, 5 mois, voyez-vous, où les étudiants sont en contact permanent avec le monde du travail. Ils sont mieux initiés au travail que plutôt de rester longtemps à l'auditoire. Et à partir de là, ils peuvent mieux écrire des projets réalistes comme en étant plus dans le monde professionnel, justement, qu'ils vont découvrir des problèmes, les défis auxquels le système et le monde du travail fait face, et ils peuvent venir avec des solutions au travers de travaux de réflexion, d'études, de recherche qu'ils mènent. Et en parlant de cette éducation orientée vers la résolution des problèmes nationaux, vous suggérez que les enfants dès les bas âges peuvent déjà apprendre des notions qui peuvent leur permettre de résoudre des problèmes locaux tels que l'insécurité alimentaire, exactement, les déchets sur la ville. Expliquez comment un enfant peut se mettre vous avez épinglé un point très important. Nous avons par exemple le problème d'insalubrité qui dérange la ville de Kinshasa. Mais si on commence à inculquer dès le jeune âge aux enfants la culture de la propreté, de l'hygiène, non seulement l'hygiène personnelle, mais aussi l'hygiène communautaire. Je crois que si on insiste là-dessus, nous aurons des enfants qui seront prêts à se comporter de manière à ce que nous ayons une communauté propre. Alors, cela nous amène exactement dans le domaine de l'ingénierie. Donc, cela nous amènera à créer des industries en RDC, et nous passons à ces points qui parlent de la spécialisation et domination des études d'ingénierie. Vous parlez d'introduire des programmes spécialisés dès l'école primaire. Comment pensez-vous qu'un enfant peut être orienté vers l'ingénierie en République démocratique du Congo, où depuis longtemps, ce sont des théories que nous connaissons et non des pratiques? Oui, ça c'est une bonne question qui me fait rire parce que ça vous paraît quelque chose d'impossible. Pourtant, nous avons fait des recherches, nous avons vu que c'est très possible. Je vais être très direct en vous répondant. Par exemple, nous pouvons créer une école primaire spécialisée en numérique ou en informatique. Vous voyez, on sait que l'école primaire donne une formation générale à la vie. Mais dans le cadre de la vision que nous avons, l'école primaire qui donne une formation générale à la vie, mais aussi orientée vers l'informatique. Vous allez voir, il y a le cours d'informatique inséré dans cette école-là, avec pas mal de nombre d'heures, pas mal de pratiques. On peut initier les petits enfants de la première année primaire, ou deuxième, troisième, quatrième année primaire jusqu'à la sixième, à utiliser l'ordinateur et les mots numériques. Vous comprenez? Avez-vous quelques exemples de pays dans lesquels ce système est déjà développé? Oui, c'est par exemple au Mali, n'est-ce pas? Nous avons vu d'ailleurs cette école-là au Mali, l'école Fanga School, je crois, qui se spécialise dès l'école primaire. Et c'est le type d'école exactement que nous avons. Parce que là, nous avons vu à la fois les filières sont très spécialisées dès l'école primaire, mais aussi très pragmatiques. Chaque outil que les enfants apprennent, ils ont ça avec eux, ils manipulent cela. C'est ce qui va permettre aux étudiants et aux enfants congolais d'inventer à l'issue de leur formation. En parlant des étudiants, le système LMD est-il venu harmoniser l'éducation supérieure au Congo? Et ce système qui réduit le nombre d'années d'études, serait-il capable de sélectionner des matières précises pour orienter les étudiants directement dans leur domaine pratique? Ça, c'est une question très pertinente. Je crois que les experts doivent s'asseoir
pour réfléchir autour de, en vue de vous répondre à cette question. Ouais. Voyez-vous. Mais sauf que moi, ce que j'estime, ce que je considère que ces systèmes, nous n'avons pas suffisamment préparé ça avant de l'introduire. Nous n'avons pas suffisamment expliqué aux étudiants, expliqué aux professeurs et expliqué au monde académique les systèmes en question, les exigences avant de l'introduire. Nous n'avons pas non plus préparé l'infrastructure qu'il fallait avant de l'introduire. Je crois que nous devons nous asseoir, réfléchir autour de comment améliorer ce système-là si on tient à rester dans ce système. Et pour rester toujours dans le même ordre d'idées d'écoles d'ingénierie, écoles pratiques, vous suggérez de créer des écoles spécialisées pour l'autosuffisance et l'innovation. Alors ces écoles, comparées aux centres de formation qui existent déjà en RDC, comment pensez-vous qu'ils trouveront leur place sur terrain? Évidemment, l'avantage avec l'école, c'est que ça commence au primaire et ça va jusqu'à l'université. Vous comprenez? Tandis qu'un centre de formation, et l'école est une formation tout à fait formelle, tandis qu'un centre de formation, c'est des formations professionnelles cibles qui visent tel aspect de telle filière pour une préparation rapide et la formation des ouvriers. Mais avec une école, on ne va pas seulement former des ouvriers, mais aussi des ingénieurs spécialisés, des ingénieurs de haut niveau. L'école donne une haute qualification. Ça, c'est avantage. Alors, il n'y aura pas de conflit. Pour les élèves qui sont plus aptes à faire des cycles longs, ils peuvent rester à l'école. Pour les élèves qui ne sont pas aptes à faire des cycles longs, ils peuvent être orientés dans des centres de formation. Voyez-vous. Mais avec les écoles, par exemple, nous avons une école primaire, je vous ai dit, une école primaire spécialisée en agriculture. Voyez-vous. Dès l'école primaire, on initie aux enfants comment planter, comment cultiver, voyez-vous. Et ils font ça à toute l'école primaire, ils font ça au secondaire et ils font ça à l'université. Je vous assure que nous allons former des ingénieurs hautement qualifiés, hautement compétents, hautement spécialisés dans le domaine de l'agriculture et qui vont faire avancer l'agriculture de notre pays. Et en se référant à votre point, vous avez parlé de l'ingénierie comme pilier du développement national. Oui. Ceci semble être un cri d'alerte ou encore appel à l'action communautaire pour augmenter significativement les investissements dans le domaine de l'ingénierie, orienter massivement, promouvoir les sciences appliquées, aller dans les pôles d'excellence d'ingénierie. Comment est-ce que vous parlez à la communauté? Quelles sont les mesures de sensibilisation que vous avez prises pour que la communauté puisse en fait répondre à cet appel? Bon, en fait, je lis récemment le rapport du ministère concernant les examens d'État en RDC. J'ai vu que l'option la plus qui regorge plus d'élèves, c'est la pédagogie générale. C'est pas mal, mais moi j'aurais voulu que ce soit les options qui amènent au domaine d'ingénierie, le science par exemple. Vous comprenez? Donc nous devons sensibiliser. D'où l'importance aussi de l'orientation scolaire professionnelle pour repérer les aptitudes, pour, je dirais, pousser les élèves à développer de l'intérêt vers le science, voyez-vous. Et ce sont ces élèves-là, bien encadrés, qui vont suivre les filières d'ingénierie et c'est eux qui vont, avec eux, nous allons former des ingénieurs. Et cela demande aussi sensibiliser les élèves, j'ai dit ici, mais aussi augmenter l'investissement dans ce domaine. Si aujourd'hui, que ce soit les études de sciences, les études techniques, si aujourd'hui nous avons des ateliers suffisamment équipés, si nous avons de moyens pratiques, de l'infrastructure suffisamment équipée, je crois que cela va susciter de l'intérêt chez les élèves et ils viendront nombreux suivre la formation à ce niveau les humanités et ils vont continuer à l'université. Monsieur Girard, vous avez parlé de promouvoir la science chez les élèves. Cela touche bel et bien le point de l'orientation scolaire et professionnelle. Nous allons y arriver, mais rappelons que nous sommes toujours avec Monsieur Gérard Gérald, expert en orientation scolaire, qui nous parle ce soir des réformes pour l'année scolaire 2025-2026 et les années à venir. Et l'une de ces réformes, c'est l'éducation ancrée dans les réalités provinciales et locales. Quand nous parlons des réalités provinciales et locales, M. Gérard mentionne les cas de l'Est qui est en guerre. Comment développez-vous l'éducation dans les milieux en guerre? Oui, justement, ça c'est un point très important. Comme je suis en train d'écrire, nous avons pensé qu'il faudrait provincialiser, si je dois le dire ainsi, l'éducation.
n'est-ce pas? Vous me laisserez un peu de temps que je réponde mieux à votre question, que je développe notre idée. L'idée ici, c'est quoi? Chaque province a ses propres potentialités que l'éducation, que l'école doit venir faire quoi? Doit développer. Parce que la vocation de l'école, c'est aussi le développement économique. Alors, vous parlez de révolutionner les systèmes éducatifs, non seulement au niveau national, mais en considérant aussi les aspects et les réalités des Local. provinces. Exactement, tout à fait. Vous prenez le Congo central, nous avons l'océan, vous comprenez? Nous pouvons créer beaucoup d'écoles qui s'occupent du commerce maritime, qui forment, qui préparent au commerce maritime. Vous comprenez? Oui. Nous avons la province, l'ex-province du Grand Katanga en général, n'est-ce pas? Une province essentiellement minière. Nous pouvons créer des écoles, des options qui sont liées aux activités minières, nombreuses là-bas, parce que c'est cela l'activité principale. Vous comprenez le potentiel qu'il y a dans la province. À Kinshasa, il y a beaucoup d'administrations ici. Nous pouvons créer des écoles qui forment des dirigeants, des écoles administratives, n'est-ce pas, qui forment des dirigeants, mais aussi le Kinshasa est fortement développé en matière du numérique. Vous comprenez? On peut créer des filières, oui, des filières qui se spécialisent en matière du numérique. Voilà. Alors, concernant le milieu de l'Est en guerre, qu'est-ce que vous en dites? Oui, en fait, ça c'est un problème qui touche à la fois l'éducation, mais aussi la politique. C'est un problème très très complexe. Mais est-ce que nous, notre rapport de l'éducation pour faire face à ces défis de la guerre, moi j'estime que nous devons former à l'unité nationale, nous devons former aux valeurs, je l'ai dit tantôt, si nous formons l'enfant congolais aux valeurs congolaises, républicaines, bien définies, je crois que dans l'avenir, ce sera difficile que nous ayons ce genre de situation. Mesdames et messieurs, merci d'être restés avec nous jusqu'ici. Nous abordons les derniers points de cette émission qui est l'orientation scolaire et professionnelle. Cette orientation commence dès les bas âges. Alors avec monsieur Gérard Gérald Moulinda, nous allons voir les aspects qui sont mis en place pour que vous, en tant que parents à la maison, sachiez déjà quels mécanismes peuvent être mis en place pour orienter vos enfants, les décideurs éducatifs, ainsi que les élèves eux-mêmes pour être ceux qui vont sensibiliser leur génération à venir. Monsieur Gérard, vous parlez d'un processus continu de la maternelle. Alors, ce processus, de quoi est-il fait? Nous avons plutôt parlé d'une orientation scolaire et professionnelle efficace. Ça veut dire le domaine, le service d'OSP, comme on dit, en RDC existe. Mais nous voudrions à ce que ce soit beaucoup plus efficace comme aujourd'hui. Nous proposons à ce que l'OSP connaisse son autonomie pour lui permettre d'exercer comme il se doit sa mission. Nous avons proposé un certain nombre de réformes ici. Nous avons dit qu'il faut provincialiser l'éducation. Nous avons dit qu'il faut que l'éducation soit pragmatique. Vous voyez, nous avons dit qu'il faut spécialiser l'éducation. Mais avec tout cela, nous avons besoin d'un système d'orientation qui permet d'identifier, de repérer le talent dès les bas âges pour savoir cet enfant, il lui faudrait quel domaine. Et dans votre article, vous donnez l'exemple du joueur Yamine qui a été repéré à 7 ans. Exactement, merci beaucoup. Ça montre bien que vous avez bien parcouru l'article. Nous avons pris cet exemple-là du football, n'est-ce pas, pour mieux illustrer ce que nous sommes en train de proposer. Vous voyez, oui. Alors, au football, quand on repère un talent dès les bas âges, il y a des écoles de foot qu'on va former jusqu'à ce que l'enfant, quand il en sorte vraiment de manière bien formée et il fait des exploits. Eh bien, nous pouvons aussi faire la même chose. Nous repérons les talents avec les concours de conseillers d'orientation dans les écoles. Ils savent repérer les talents de l'école primaire, de le bas âge, et ils savent déjà orienter les enfants selon les aptitudes qu'ils présentent. C'est vrai que cette orientation peut paraître précoce, mais elle est suivie par un accompagnement tout au long du processus de l'enfant. Et cela peut même être un moyen de compréhension résumée de votre intervention, qui est d'orienter les talents selon les besoins du pays. Exactement. Et en parlant des besoins du pays, vous parlez de revitaliser les centres nationaux d'orientation au niveau psychologique, emploi. Qu'est-ce qui ne marche plus avec ces centres à ces jours actuels? Non, le centre fonctionne, les centres fait de gros efforts, ça il faut le reconnaître, parce que nous avons aujourd'hui les TENASOSP, vous comprenez, c'est grâce aux efforts notamment du Centre national d'orientation scolaire professionnelle. Ce que nous demandons, c'est que le gouvernement puisse aider
à rendre autonomes ces services, à donner plus de moyens qu'il faut, plus de moyens pour former, pour l'infrastructure, des conseils d'orientation, afin de nous accompagner à réaliser cette noble mission d'orienter les élèves congolais. Et quand vous parlez de l'entrée sélective à l'université, que comprenez-vous par là? Oui, pour nous, nous pensons que l'université, ce n'est pas tout le monde qui doit aller s'inscrire à l'université. L'université, c'est un milieu d'élite. Il faudrait qu'il y ait une sélection rigoureuse et le meilleur d'entre nous, c'est eux qui doivent aller à l'université. Les autres peuvent améliorer leur formation au niveau des instituts, des instituts ou des centres de formation pour justement améliorer leur formation. L'université doit être gardée pour l'élite. Monsieur Gérard, pensez-vous que c'est parce qu'il n'y a pas eu assez d'orientation que nous avons un nombre élevé de chômage ici au Congo? En partie, oui. Parce qu'il y a des gens qui font les options qui ne correspondent pas à leurs aptitudes. In fine, quand ils n'arrivent pas à donner le meilleur d'eux-mêmes dans le monde du travail, parce que c'est un monde concurrentiel. Mais aussi parce que notre université est trop théorique et ne forme pas suffisamment les gens, ne le rendent pas suffisamment capables de créer de l'emploi quand ils terminent leurs études. Et donc, ils dépendent des entreprises. Mesdames et messieurs, au rendez-vous ce soir, nous avons parlé du congocentrisme en éducation, les nationalismes éducatifs, les langues et l'écriture nationale, et nous avons parlé de l'orientation scolaire et professionnelle qui fera en sorte que les propositions données par M. Gérald Moulenda puissent se permettre à un Congo révolu, un Congo où les taux de chômage est réduit au taux zéro. C'est par ici que nous mettons fin à notre émission du jour. Parlons éducation sur les plateaux de Yosra Télévision. À la présentation, c'était Dieudonné Kapajika. Nous avons reçu M. Gérald Moulenda et nous vous demandons de rester branchés. À la prochaine.